Alors que j'étais à l'hôpital, ma mère a ignoré mes messages. Ton frère a besoin de 3000 € pour des factures maintenant, a-t-elle finalement appelé pour dire. J'ai vérifié mon compte bancaire et j'ai répondu, je peux aider. Elle s'est réjouie, merci. J'ai transféré 1 € et j'ai chuchoté, faites vos valises. Vous êtes expulsés. Mon fils de 7 ans subissait une opération chirurgicale d'urgence à la colonne vertébrale, et ma famille ne pouvait même pas envoyer un message. Mais lorsqu'ils ont exigé 3000 € une semaine plus tard, ils ont oublié un détail crucial, je possède le toit au-dessus de leur tête. Alors, j'ai envoyé 1 € et j'ai lancé leur expulsion. C'est ici que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer ce qui se passe. Assurez-vous d'être abonné pour voir cela jusqu'à la fin. Nous sommes toujours curieux, d'où dans le monde nous regardez-vous tous aujourd'hui? Faites-le nous savoir dans les commentaires. L'odeur d'une salle d'attente d'hôpital est quelque chose que l'on n'oublie jamais vraiment. C'est un cocktail spécifique de nettoyant pour sol antiseptique, de café rassis et d'anxiété brute et non filtrée. J'étais assise sur une chaise qui semblait conçue pour être inconfortable, un plastique bleu dur qui s'enfonçait dans le bas de mon dos, fixant les doubles portes qui menaient à l'aile chirurgicale. Au-dessus des portes, une horloge numérique égrenait les secondes en chiffres rouges lumineux. 10h14. Mon fils, Arthur, était là-dedans depuis 3 heures. J'ai regardé mon téléphone pour la 100e fois au cours des 20 dernières minutes. L'écran était noir. Pas de notification, pas d'appel manqué, pas de message. Mes mains tremblaient légèrement, une combinaison de trop de caféine et de l'adrénaline terrifiée que seule une mère connaît. J'ai déverrouillé le téléphone et ouvert à nouveau la conversation de groupe familial, juste pour m'assurer que les messages étaient bien passés. Sophie, hier 20h, les médecins disent qu'Arthur a besoin d'une chirurgie de décompression d'urgence demain matin. C'est sa colonne vertébrale. C'est sérieux. Nous sommes à l'hôpital Saint-Louis. Sophie, aujourd'hui 6h30, il le prépare maintenant. Il a peur. J'ai peur. S'il vous plaît, gardez vos téléphones allumés. Sophie, aujourd'hui 7h15, il est entré au bloc. Je vous tiendrai au courant quand je pourrai. J'ai fixé les confirmations de lecture. Elles étaient là, me fixant en retour comme de minuscules accusations silencieuses. Lu par maman à 20h05. Lu par Julien à 21h10. Il savait. Ma mère, Monique, savait. Mon frère, Julien, savait. Ils avaient vu les messages. Ils avaient vu les appels au soutien, la terreur clairement écrite sous forme de texte, et la réponse était absolument rien. Un vide. J'ai regardé autour de la salle d'attente. En face de moi, une grande famille était blottie ensemble. Une femme plus âgée tenait la main d'un homme plus jeune, peut-être son fils, tandis qu'un homme qui ressemblait à un frère faisait les 100 pas, leur apportant de l'eau. Ils formaient une unité, une forteresse contre la peur. J'étais une île. Je serrais le dinosaure en peluche préféré d'Arthur, un tyrannosaure rex vert en lambeaux nommé Croc, si fort que mes jointures sont devenues blanches. Arthur avait essayé d'être courageux avant que l'anesthésie ne fasse effet. Il m'avait regardé avec ses grands yeux bruns confiants, sa petite main serrant mon doigt. « Maman, seras-tu là quand je me réveillerai » avait-il chuchoté, sa voix légèrement pâteuse à cause des médicaments. « Je serai juste ici, mon bébé » avais-je promis, ravalant mes larmes pour qu'il ne me voie pas pleurer. « Et grand-mère et tonton Julien appelleront probablement pour prendre de tes nouvelles aussi. » Je lui avais menti. Je ne savais pas que je mentais à ce moment-là. Mais alors que les heures s'étiraient et que le silence de mon téléphone s'approfondissait, la réalisation s'est installée dans mon estomac comme une pierre. Je n'étais plus seulement inquiète pour l'opération. Je commençais à ressentir une sensation froide et rampante d'abandon. J'ai toujours été la forte. Celle avec la carrière dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, celle qui répare les choses. Celle qui organise les réunions de famille, paie les dindes et gère les crises. Mais à cet instant précis, j'étais juste une mère terrifiée assise seule dans un couloir qui sentait l'eau de Javel, réalisant que les personnes qui étaient censées être mon socle étaient faites de sable. Une infirmière en blouse bleue a poussé les doubles portes. « Famille d'Arthur ?» Je me suis levé de la chaise si vite que je l'ai presque renversée. « Oui, je suis sa mère. »« Est-ce qu'il va bien ?» L'infirmière a souri, un sourire sincère et fatigué. « Il est en salle de réveil. Le chirurgien sortira dans un moment pour tout expliquer,
mais il est stable. Il vous demande. Le soulagement qui m'a envahi était si intense que je suis presque tombé à genoux. J'ai laissé échapper un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis 6 heures. Merci, ai-je soufflé. Merci. J'ai attrapé mon sac et Croc le dinosaure. Alors que je suivais l'infirmière, mon téléphone a vibré dans ma main. Mon cœur a bondi. Enfin, ai-je pensé, ils prennent des nouvelles. J'ai regardé l'écran. C'était une notification de Facebook, Monique vous a identifié sur une photo. J'ai arrêté de marcher pendant une fraction de seconde, confuse. J'ai appuyé sur la notification. Elle a ouvert une photo de ma mère et de Julien assis sur une terrasse, tenant des cocktails. La légende disait, célébration du début du week-end avec mon garçon préféré. Temps en famille détente. L'horodatage indiquait qu'il y a 5 minutes. Pendant qu'Arthur se faisait recoudre, pendant que je faisais les 100 pas, priant un Dieu à qui je n'avais pas parlé depuis des années, il buvait des spritz et publiait à ce sujet. Il n'était pas occupé. Il ne travaillait pas. Il s'en fichait tout simplement. La trahison m'a frappé plus fort que l'épuisement. C'était un coup physique à la poitrine, plus tranchant et plus froid que l'air de l'hôpital. Les 5 jours suivants furent un flou de moniteurs qui bipaient, de chuchotements étouffés et de ce genre d'épuisement profond qui vous brûle les yeux. J'ai vécu dans cette chambre d'hôpital. J'ai dormi recroquevillé dans le fauteuil inclinable qui ne s'inclinait pas vraiment, me réveillant toutes les heures pour vérifier les signes vitaux d'Arthur ou pour lisser ses cheveux quand il gémissait dans son sommeil. La récupération était brutale. La chirurgie de la colonne vertébrale sur un enfant de 7 ans est un cauchemar de gestion de la douleur et d'immobilité. Arthur, habituellement une boule d'énergie cinétique, était terrifié à l'idée de bouger. « Ça fait mal, maman », pleurait-il doucement, des larmes coulant du coin de ses yeux. « Je sais, mon bébé. Je sais », le calmai-je, appuyant sur le bouton pour appeler l'infirmière. « Ça va aller mieux. Tu es si courageux. » À travers tout cela, mon téléphone est resté une brique de silence. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Il n'était pas silencieux. Il vibrait constamment avec des courriels professionnels. Mon équipe essayait de gérer une crise logistique dans nos centres de distribution asiatiques sans moi, et des messages d'amis. Mon amie Élise a déposé un sac de plats à emporter et des vêtements propres le 2e jour. Je ne peux pas rester longtemps, a-t-elle chuchoté en me serrant fort dans ses bras. Mais je voulais le voir. Comment va-t-il? Il est costaud, ai-je dit, ma voix rauque. Élise, merci. Tu n'avais pas à faire ça. Bien sûr que si, a-t-elle dit, se reculant pour me regarder. Où est Monique? Est-ce que Julien va passer? J'ai détourné le regard, me concentrant sur la perfusion intraveineuse. Il ne pouvait pas venir. Semaine chargée. Élise n'a rien dit, mais j'ai vu sa mâchoire se serrer. Elle savait. Tout le monde connaissait ma dynamique familiale, même si j'essayais d'en cacher le pire. Au 4e jour, la colère avait commencé à remplacer la tristesse. Je me suis retrouvé à faire défiler les réseaux sociaux pendant les longues nuits où Arthur dormait enfin. J'ai vu les publications de ma mère, une photo de son jardin, un mème sur le fait que les petits-enfants sont une bénédiction. L'ironie me donnait envie de jeter mon téléphone par la fenêtre. Elle récoltait des mentions, j'aime, sur Facebook sur le fait d'être grand-mère pendant que son petit-fils réapprenait à marcher avec un déambulateur dans un couloir d'hôpital. J'ai vu les publications de Julien aussi. Il se géolocalisait dans un bar sportif. Il se plaignait de la circulation. Il partageait des liens vers des systèmes de crypto-monnaie pour devenir riche rapidement. Pas un seul message pour moi. Pas un seul. C'est le 5e jour, alors que je préparais nos sacs pour la sortie, que la dynamique a changé dans ma tête. Je pliais le minuscule pyjama d'Arthur, mes mouvements étaient mécaniques et brusques. Maman, a demandé Arthur depuis le lit. Il était assis, l'air pâle mais mieux. Oui, ma puce. Est-ce que grand-mère a appelé? Mon cœur s'est brisé. J'ai arrêté de plier. Je ne pouvais pas le regarder. Je devais faire un choix à ce moment-là, mentir pour protéger ses sentiments ou commencer à le préparer à la réalité de qui était sa grand-mère. Non, chérie, ai-je dit, gardant ma voix stable. Grand-mère n'a pas appelé. Elle et tonton Julien sont très occupés en ce moment. Oh, a dit Arthur.
Il a regardé ses mains. Ce n'est pas grave. Tu étais là. Je serai toujours là, ai-je dit avec ferveur, me tournant pour le serrer prudemment dans mes bras. Toujours. En le tenant, j'ai pensé à la maison, plus précisément le pavillon de plain-pied avec 3 chambres aux 12 rue des Lilas. La maison avec le joli porche et la cuisine rénovée. La maison où vivaient Monique et Julien. Pendant des années, je m'étais dit que les laisser vivre là était mon devoir. Après la mort de papa, maman s'était effondrée financièrement, principalement parce qu'elle refusait de faire un budget et que Julien était toujours entre 2 opportunités. Alors, j'avais utilisé mes primes, mes économies et mon crédit pour acheter cette maison. Je leur facturais un loyer qui ne couvrait même pas les impôts fonciers, sans parler de l'hypothèque. Je couvrais les réparations. Je payais pour l'aménagement paysager parce que Julien avait un mauvais dos et ne pouvait pas tondre la pelouse. Je leur avais offert une vie stable et belle sur un plateau d'argent parce que je pensais que c'était ce que faisait la famille. Je pensais que nous avions un contrat, tacite mais contraignant. Je fournis la stabilité, et vous fournissez l'amour. Je gère l'argent, et vous gérez le soutien émotionnel. Mais en regardant le visage déçu de mon fils, j'ai réalisé que le contrat avait été rompu. Ils étaient heureux de prendre l'abri que je fournissais, mais ils ne pouvaient pas accorder 5 secondes d'empathie quand mon monde s'effondrait. Ils avaient oublié une chose cruciale. Ils agissaient comme s'ils étaient propriétaires des lieux. Ils la décoraient. Ils se plaignaient de la pression de l'eau. Ils organisaient des fêtes. Mais ils avaient oublié de qui était le nom sur l'acte de propriété. Ils avaient oublié que sans moi, cette maison n'était pas un foyer. C'était juste un actif, et les actifs peuvent être liquidés. Nous sommes rentrés à la maison un mardi. La transition des soins hospitaliers aux soins à domicile a été brutale. J'ai dû arranger mon salon pour installer Arthur afin qu'il n'ait pas à monter les escaliers. Je dormais sur le canapé à côté de lui. Je fonctionnais à l'épuisement, survivant grâce au café instantané et à la pure volonté. J'avais pris 2 semaines de congé sans solde au travail parce que j'avais épuisé mes jours de vacances pour aider Julien à sortir d'un pétrin juridique 6 mois plus tôt, une conduite en état d'ivresse que j'avais payé un avocat pour réduire à une accusation de mise en danger de la vie d'autrui. C'est l'histoire dont il ne parle pas aux réunions de famille. Je suis le filet de sécurité de la famille depuis que j'ai 22 ans. Quand j'ai eu ma première grosse promotion, Monique m'a dit « Nous sommes si fiers de toi, Sophie. Maintenant, tu peux nous aider à réparer le toit. » Et je l'ai fait. Quand Julien a échoué à l'université et a eu besoin de payer ses prêts étudiants, j'ai aidé. Quand la voiture de Monique est tombée en panne, je lui ai acheté une berline fiable. Je le justifiais à chaque fois. J'ai de la chance, me disais-je. Je gagne bien ma vie. Je devrais partager. Mais la générosité peut facilement se transformer en une taxe que vous payez pour être aimé. Cela faisait 7 jours depuis l'opération, 7 jours de silence. Puis, à 14 h mercredi, mon téléphone a sonné. L'écran s'est allumé avec une photo de ma mère tenant un verre de vin. Maman appelle. Je l'ai fixé. L'audace était à couper le souffle. Une partie de moi voulait laisser aller vers la messagerie vocale. Une partie de moi voulait répondre et crier jusqu'à ce que ma gorge saigne. J'ai pris une profonde inspiration, je suis allé dans la cuisine pour qu'Arthur n'entende pas, et j'ai répondu. Allô ? Ma voix était glaciale. Sophie. La voix de Monique était joyeuse, pimpante, complètement inconsciente. Ou peut-être faisait-elle semblant d'être inconsciente. Enfin. Je voulais t'appeler toute la semaine, mais tu sais à quel point les choses deviennent folles. Le club de jardinage planifie le gala de printemps, et Julien a eu tellement de mal avec ses allergies. Je suis resté là, agrippant le comptoir en granit. Des allergies. Mon fils avait des tiges métalliques insérées dans sa colonne vertébrale, et elle parlait des allergies de Julien. Arthur a subi une opération, maman, ai-je dit en la coupant. Il y a une semaine. Il y eut une pause, un silence court et inconfortable. Oh, c'est vrai. Comment va le petit bonhomme ? Julien a dit qu'il avait vu quelque chose à ce sujet dans la conversation de groupe, mais nous nous sommes dit que pas de nouvelles, bonnes nouvelles, n'est-ce pas ? Si quelque chose n'allait pas, tu nous aurais appelé directement. La manipulation mentale était magistrale. C'était ma faute de ne pas les avoir appelés individuellement. Il souffre beaucoup, ai-je dit, ma voix tremblant d'une rage contenue.
C'était une opération majeure. Il a demandé après toi. Oh, arrête d'essayer de me faire sentir coupable, Sophie, a-t-elle claqué, son ton passant instantanément de joyeux à défensif. Je ne suis pas télépathe. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas pour ça que j'appelle. Nous avons une situation ici. J'ai fermé les yeux. Quelle situation? C'est Julien, a-t-elle dit, sa voix tombant dans un murmure conspirateur. Tu sais cette entreprise commerciale qu'il a lancée? Le truc de livraison directe? Celle dont je lui ai dit que c'était un système pyramidal? Eh bien, ça a juste rencontré un petit obstacle. Il a emprunté de l'argent à des biens, à un fournisseur de prêts en ligne pour acheter des stocks, et apparemment les stocks ne sont jamais arrivés. Maintenant, les gens du prêt appellent. Ces prédateurs, Sophie. Vraiment affreux. Il menace de saisir son salaire. Il n'a pas de salaire, maman. Il travaille à temps partiel dans un magasin de bande dessinée. Exactement. C'est pour ça que c'est une urgence. Il a besoin de 3000 € pour régler le solde et qu'il le laisse tranquille. Il est tellement stressé, Sophie. Il n'a pas dormi depuis des jours. J'ai failli rire. Cela aurait été un rire hystérique et maniaque. Julien n'avait pas dormi à cause d'une arnaque à laquelle il avait souscrit. Je n'avais pas dormi parce que je vérifiais l'incision de mon fils pour une infection toutes les 4 heures. Laisse-moi bien comprendre, ai-je dit, ma voix dangereusement calme. Tu m'appelles après avoir ignoré l'opération de mon fils pendant une semaine pour demander 3000 € pour Julien. La famille s'entraide, Sophie, a-t-elle dit, récitant son mantra préféré. Tu as l'argent. Nous savons tous que tu l'as. Tu viens d'avoir cette prime le trimestre dernier. Julien est ton frère. Il est de la famille. Et la famille ne laisse pas la famille se noyer. La famille s'entraide, ai-je répété. Oui, exactement. Alors, peux-tu le transférer aujourd'hui? Il panique vraiment et son anxiété s'aggrave. Je ne veux pas qu'il fasse une crise. Elle ne demandait pas. Elle exigeait. Elle était la reine dans le château que je payais, publiant des décrets aux paysans qui travaillaient les champs. Elle croyait sincèrement que mon argent était une propriété commune, disponible pour être récoltée chaque fois que Julien commettait une erreur. Elle n'a pas entendu le silence de mon côté comme un avertissement. Elle l'a entendu comme moi préparant mon application bancaire. Je suis à l'hôpital pour un suivi en ce moment, ai-je menti. Laisse-moi regarder mes finances quand je rentrerai à la maison. D'accord, mais ne mets pas trop longtemps, a-t-elle dit. Je t'aime, ma chérie. Fais un câlin à Arthur pour moi. Elle a raccroché. Je me tenais dans ma cuisine, le téléphone chaud dans ma main. J'ai regardé par la fenêtre mon jardin où la balançoire d'Arthur était vide. Je t'aime, ma chérie. Les mots ressemblaient à de la vase. Elle voulait 3000 €. Elle voulait l'aide de la famille. Pour la première fois de ma vie, le brouillard de culpabilité qui obscurcissait habituellement mon jugement s'est complètement évaporé. Je les voyais clairement. Julien n'était pas malchanceux. C'était une sangsue qui refusait d'apprendre parce qu'il n'avait jamais eu à subir de conséquences. Monique n'était pas une mère aimante. Elle était une gestionnaire de ressources, et j'étais la ressource. Il voulait de l'aide. Bien. J'allais les aider. J'allais les aider à apprendre exactement ce qu'il en coûte de vivre dans le monde réel. Je suis allé à mon bureau à domicile et j'ai ouvert le classeur. J'ai sorti un dossier épais en papier manie étiqueté 12 rue des Lilas, acte et titre de propriété. J'ai ouvert le dossier et j'ai passé mon doigt sur le contrat de bail que nous avions signé il y a 5 ans. C'était un bail mensuel renouvelable. Une formalité, avait ri Monique à l'époque. Pourquoi avons-nous besoin de cette paperasse, Sophie? C'est juste nous. Juste pour des raisons fiscales, maman, avais-je dit. Mais à l'intérieur du bail, spécifiquement la clause 14, section B, se trouvait une disposition concernant la résiliation de la location. Le propriétaire se réserve le droit de résilier cet accord mensuel avec un préavis écrit de 30 jours pour n'importe quelle raison. Y compris mais sans s'y limiter l'intention de vendre la propriété. J'ai regardé le document. Puis j'ai regardé mon application bancaire. J'ai vérifié le solde. J'avais l'argent. Je pouvais payer la dette de Julien instantanément. Ce serait facile. Cela maintiendrait la paix.
Mais la paix au prix de mon respect de soi était trop chère. Je me suis assise à mon ordinateur. Je n'allais pas transférer 3000 euros. J'allais rédiger un avis de quitter les lieux. La décision d'expulser ma propre mère et mon frère n'était pas une décision que j'ai prise à la légère. Elle pesait lourd dans mes tripes, un mélange de nausée et d'adrénaline. Mais chaque fois que je regardais Arthur, dormant dans le lit de fortune dans le salon, entouré de flacons de pilules et de coussins chauffants, ma résolution durcissait comme du béton. Je n'ai pas envoyé le transfert immédiatement. Je devais être stratégique. Je devais traiter cela non pas comme une querelle de famille, mais comme une rupture de la chaîne d'approvisionnement. Dans mon domaine de travail, lorsqu'un fournisseur ne parvient pas à livrer des composants critiques et essaie ensuite d'augmenter le prix, on ne négocie pas. On coupe les ponts et on trouve une nouvelle source. D'abord, j'avais besoin de savoir exactement à quoi j'avais affaire concernant la maison. Je n'étais pas entré aux 12 rue des Lilas depuis 6 mois. Monique trouvait toujours des excuses quand je proposais de passer. L'endroit est en désordre. Ou, Julien a des amis à la maison. J'avais respecté leur vie privée. Maintenant, je soupçonnais que cette vie privée était un bouclier. J'ai appelé Marc, un avocat immobilier avec qui j'avais travaillé sur plusieurs baux commerciaux. Sophie, a-t-il répondu à la deuxième sonnerie. Tout va bien? Comment va Arthur? Il récupère, ai-je dit, sautant les politesses. Marc, j'ai besoin que tu rédiges un congé pour reprise. 30 jours, aucun motif nécessaire selon les termes du bail. D'accord, a dit Marc, sa voix passant en mode professionnel. Pour quelle propriété? La maison de la rue des Lilas. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Marc savait qui vivait là. Sophie, c'est chez ta maman. C'est chez moi, Marc. Elle y habite juste. Et elle a arrêté de payer le loyer, qui était déjà de 0, sous forme de décence humaine élémentaire. J'ai expliqué brièvement la situation. Je lui ai parlé de l'opération. Je lui ai parlé de la demande de 3000 euros. Waouh, a expiré Marc. D'accord, je peux avoir les papiers prêts d'ici cet après-midi. Mais Sophie, tu sais que tu dois signifier cela correctement. Si tu l'envoies simplement par la poste, ils peuvent prétendre qu'ils ne l'ont jamais reçu. Tu as besoin d'une preuve de signification. Je sais, ai-je dit. Je vais engager un huissier de justice. Je veux que ce soit inattaquable. Mais avant cela, je vais inspecter l'actif. Tu en as le droit en tant que propriétaire, a confirmé Marc. Préavis de 24 heures. Rédige l'avis, ai-je dit. Je m'occupe du reste. Après avoir raccroché, je me suis assise à mon ordinateur et j'ai ouvert mon portail bancaire. J'ai navigué vers l'écran de transfert. J'ai sélectionné le compte de Julien, enregistré comme favori parce que je lui avais envoyé de l'argent tant de fois au fil des ans. Montant, 1 euro. Mémo, pour la camionnette de déménagement. J'ai passé ma souris sur le bouton « Envoyer ». Mon cœur battait contre mes côtes. C'était le point de non-retour. Une fois que j'aurais cliqué, la façade de la fille parfaite serait brisée à jamais. Je serais la méchante dans le récit. Il dirait à tout le monde que j'étais un monstre. J'ai regardé vers Arthur. Il était réveillé, essayant d'atteindre sa tasse d'eau sans se tordre le dos. J'ai sauté sur mes pieds et je l'ai aidé, tenant la paille à ses lèvres. « Merci, maman », a-t-il chuchoté. « Tu es la meilleure. » J'ai embrassé son front. « Je fais juste mon travail, gamin. » Je suis retourné à l'ordinateur et j'ai cliqué sur « Envoyer ». Ensuite, j'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur. J'ai commencé à faire des recherches sur « l'entreprise commerciale » de Julien. Monique avait mentionné un nom d'entreprise spécifique dans son message vocal décousu, Global Prestige Import. Il m'a fallu moins de 10 minutes pour trouver la vérité. Ce n'était pas une entreprise. C'était une plateforme de jeux en ligne qui se faisait passer pour un site d'investissement. Il y avait des forums pleins d'avertissements à ce sujet. Julien n'avait pas acheté de stock. Il avait perdu 3000 euros au jeu. Mais ensuite, j'ai creusé plus profondément. J'ai sorti les archives judiciaires publiques, une habitude de mes vérifications d'antécédents au travail. J'ai cherché le nom de Julien. Mon sang s'est glacé. Il y avait un jugement contre lui datant d'il y a 3 mois.
Une compagnie de cartes de crédit l'avait poursuivi pour 5 000 €. L'adresse indiquée sur la convocation n'était pas la rue des Lilas. C'était une adresse dans une ville voisine. J'ai recoupé l'adresse. C'était une résidence de luxe. Pourquoi mon frère chômeur inscrivait-il un appartement de luxe comme son adresse? J'ai appelé le bureau de location de la résidence, prenant ma meilleure voix de vérificatrice d'entreprise. Bonjour, c'est Sophie de la vérification des ressources humaines, ai-je menti doucement. J'appelle pour vérifier une adresse passée pour un candidat, Julien nom de famille. Un instant, a dit l'agent de location. Oui, nous l'avons listé comme colocataire dans l'unité 4B. Colocataire, ai-je demandé. Avec qui? Une mademoiselle Jessica Martin. Jessica Martin. C'était sa petite amie par intermittence, celle dont Monique m'avait dit qu'il avait rompu avec elle parce qu'elle était trop exigeante en entretien. Et quand ce bail a-t-il pris fin? Oh, ce sont des locataires actuels, a dit l'agent, bien qu'ils soient en retard sur le loyer de ce mois-ci. J'ai raccroché le téléphone, mes mains tremblant de rage. Julien ne vivait pas dans la chambre d'amis de la rue des Lilas comme le prétendait Monique. Il vivait avec sa petite amie dans un appartement de luxe, utilisant probablement l'argent que je lui envoyais pour les factures, pour payer la moitié du loyer là-bas, tandis que Monique vivait seule dans ma maison de 3 chambres. Il jouait sur les 2 tableaux. Il me prenait pour une imbécile à une échelle industrielle. L'explosion s'est produite exactement 45 minutes après que le virement a été effectué. J'étais dans la cuisine en train de préparer de la soupe pour Arthur quand mon téléphone a commencé à vibrer si fort qu'il cliquetait contre le comptoir. Maman appelle. Je l'ai laissé sonner 3 fois. J'ai pris une respiration lente et profonde, me recentrant. Je n'étais plus la fille effrayée. J'étais la propriétaire. J'étais la gestionnaire. J'ai glissé sur le verre et mis le haut-parleur. Sophie. La voix de Monique était aiguë, tremblant d'un mélange de confusion et d'indignation. Sophie, je pense que tu as fait une erreur. Je viens de recevoir une notification pour un virement, mais ça dit 1 euro. Bonjour, maman, ai-je dit en remuant la soupe. Oui, je vois que le virement est passé. C'est bien. 1 euro, a-t-elle crié. Sophie, est-ce une blague? Je t'ai dit que Julien a besoin de 3 000 €. Les usuriers. Le site de jeu, les jeux corrigés, ma voix plate. Ce n'est pas un usurier, maman. C'est un site de jeu, et le stock qu'il a acheté était probablement des jetons de poker virtuels. Il y eut un silence stupéfait. Je ne sais pas de quoi tu parles. Julien est un homme d'affaires. Julien est colocataire à la résidence Le Parc avec Jessica, ai-je dit, lâchant la 2e bombe. Je sais qu'il ne vit pas avec toi à temps plein. Je sais qu'il a siphonné l'argent que j'envoie pour les réparations de la maison pour payer cet appartement. C'est privé, a-t-elle bafouillé. Tu n'as aucun droit d'espionner ton frère. Il essaie de construire une vie. Il construit une vie à mes frais pendant que mon fils récupère d'une opération de la colonne vertébrale, ai-je dit, ma voix montant juste d'une fraction. Mais c'est fini. Le 1 euro n'était pas une erreur, maman. Lis le mémo. Le mémo? J'ai entendu le bruissement du mouvement du téléphone. Pour la camionnette de déménagement. Oui. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Sa voix est tombée à un niveau dangereusement bas. Est-ce que tu nous menaces? Je ne vous menace pas. Je vous informe. Vous avez oublié que la maison de la rue des Lilas n'est pas la vôtre. C'est la mienne. Je l'ai achetée. Je paie l'assurance. Je paie les taxes. Et je vous ai permis de vivre là essentiellement gratuitement parce que nous étions de la famille. Nous sommes de la famille, a-t-elle crié. Comment peux-tu faire ça pour de l'argent? Tu as plein d'argent. Tu es juste avare parce que tu es stressé à propos d'Arthur. Je suis stressé à propos d'Arthur, ai-je crié en retour, perdant finalement mon calme. J'étais assise dans une salle d'attente pendant 6 heures en pensant que mon fils pourrait être paralysé, et vous buviez des spritz. Vous n'avez pas appelé, vous n'avez pas envoyé de message, vous avez posté des selfies. Nous étions occupés, a-t-elle pleuré, l'excuse classique tombant à nouveau de ses lèvres. Nous célébrions le de Julien. Célébrer quoi? Sa fraude, les jeux coupés. Peu importe.
Le bail est mensuel. J'exerce mon droit de le résilier. Vous avez 30 jours pour quitter les lieux. Je vends la maison. Tu ne peux pas, a-t-elle haleté. C'est ma maison. J'ai élevé. Eh bien, j'ai vécu ici pendant 5 ans. Tous mes amis sont ici. Tu ne peux pas juste jeter ta mère à la rue. Tu n'es pas à la rue. Tu as 30 jours. Je te suggère de demander à Julien de te rendre une partie de cet argent. Peut-être qu'il peut encaisser ses jetons de poker. Je ne pars pas, a-t-elle sifflé. Je change les serrures. Tu ne peux pas entrer ici. Si tu changes les serrures, j'appellerai la police, ai-je dit calmement. Et, maman, je viens demain à 10 heures pour une inspection. Si tu me refuses l'entrée, c'est une violation du bail, et je demanderai une expulsion d'urgence, qui prend 3 jours, pas 30. Veux-tu que la police soit là demain, ou veux-tu ouvrir la porte? Elle a commencé à pleurer alors, de grands sanglots théâtraux que j'avais entendus 1000 fois auparavant. C'était son atout, les larmes armées d'une mère qui sent le contrôle lui échapper. Je t'ai donné la vie, a-t-elle gémi. J'ai tout sacrifié pour toi, et c'est comme ça que tu me rembourses? En me rendant sans abri? Tu as un foyer, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement alors que la culpabilité essayait de se frayer un chemin de retour. Tu dois juste payer pour cela toi-même maintenant. Je te verrai demain à 10 heures. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû agripper le bord de l'évier. J'avais l'impression de venir de courir un marathon. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Mais ensuite j'ai entendu Arthur bouger dans l'autre pièce. Maman? Est-ce que tout va bien? J'ai pris une inspiration, essuyé une larme unique de ma joue, et je suis allé dans le salon. Tout va bien se passer, bébé, ai-je dit. Maman devait juste sortir les poubelles. Le lendemain matin, je me suis garé dans l'allée du 12 rue des Lilas. J'avais demandé à Marc de m'accompagner, mais il était au tribunal, alors j'ai amené la meilleure chose suivante, une caméra GoPro accrochée à ma chemise et mon grand et intimidant ami David, qui travaillait dans la sécurité. David n'était pas là pour se battre, il était là pour être témoin. Reste calme, a dit David alors que nous marchions sur le chemin. Laisse-les crier. Toi, tu documentes juste. L'herbe m'arrivait aux genoux. J'ai noté cela immédiatement. Je payais un service d'aménagement paysager chaque mois. Pourquoi l'herbe n'était-elle pas coupée? J'ai atteint la porte d'entrée et j'ai frappé. Inspection, ai-je crié. La porte s'est ouverte à la volée. Ce n'était pas ma mère. C'était Julien. Il avait l'air échevelé, portant un peignoir à 10 heures. Ses yeux étaient injectés de sang. Tu as du culot de te montrer ici, a-t-il ricané, bloquant l'embrasure de la porte. Bouge, Julien, ai-je dit, tapotant la caméra sur ma poitrine. Ceci est enregistré. J'ai donné un préavis de 24 heures. Bouge ou David appelle la police. David s'est avancé, croisant les bras. Il mesurait un m95. Julien a regardé David, puis moi, et s'est écarté, marmonnant un juron dans sa barbe. Je suis entré. L'odeur m'a frappé en premier. C'était un mélange de fumée de cigarettes rances, maman avait promis qu'elle avait arrêté il y a des années, de litière pour chat, et de quelque chose en décomposition. Oh mon Dieu, ai-je chuchoté. Le salon était méconnaissable. Les parquets que j'avais payés pour restaurer étaient rayés et tachés. Il y avait des piles de boîtes partout, des boîtes Amazon, des boîtes d'électronique. Nous faisons nos valises, a crié Monique depuis la cuisine. Elle est sortie en marchant, portant une robe de chambre en soie, tenant une cigarette. Puisque tu nous mets dehors. Vous n'avez rien emballé du tout, ai-je dit, scannant la pièce. Ce sont juste des livraisons. J'ai marché jusqu'à la cuisine. Les comptoirs en granit étaient ébréchés. L'évier était rempli de vaisselle sale qui semblait dater de plusieurs semaines. Mais le vrai choc a été le jardin. J'ai marché jusqu'à la porte vitrée coulissante et j'ai regardé dehors. La magnifique terrasse que j'avais installée avait disparu. À sa place se trouvait une structure en bois à moitié construite et pourrissante. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pointé. Julien construisait un studio, a dit Monique défensivement. Pour son podcast. Il a arraché la terrasse en dalles pour construire une cabane. J'ai senti la bile monter dans ma gorge.
Sans me demander? Cette terrasse a coûté 10 000 euros. C'est notre maison, a crié Julien depuis le couloir. Nous devrions pouvoir faire ce que nous voulons. Ce n'est pas votre maison. Je me suis retourné pour lui faire face. C'est ça le point, Julien. Vous agissez comme des propriétaires sans aucune responsabilité. J'ai marché dans le couloir jusqu'à la 3e chambre, celle qui était censée être la chambre d'amis. La porte était verrouillée. Ouvre-la, ai-je dit. Non, a dit Julien. C'est mon espace privé. Je suis la propriétaire. J'ai une clé. J'ai sorti la clé passe-partout que je gardais sur mon anneau. Julien s'est jeté sur moi, mais David s'est interposé, posant une main lourde sur la poitrine de Julien. Ne fais pas ça, mec, a averti David. J'ai déverrouillé la porte et je l'ai poussée. J'ai haleté. La pièce avait été mise à nu jusqu'au montant. Les cloisons sèches avaient disparu. La moquette était arrachée. Au centre de la pièce se trouvaient des étagères de serveurs informatiques haut de gamme, bourdonnant bruyamment, connectés à un enchevêtrement de rallonge courant depuis la fenêtre. Tu fais du minage de crypto-monnaie, ai-je dit, stupéfaite. Tu as arraché l'isolation et les cloisons sèches pour refroidir la pièce pour une ferme de minage de crypto-monnaie. Les coûts énergétiques sont élevés, a marmonné Julien, regardant le sol. Je devais maximiser le profit. Tu as détruit la pièce, ai-je dit, ma voix tremblant. As-tu la moindre idée de combien cela coûtera à réparer? Et qui paie la facture d'électricité? J'ai réalisé alors pourquoi la facture d'électricité, que je payais aussi parce que Monique prétendait que la maison avait des courants d'air, avait été de 400 euros par mois ces derniers temps. Vous m'avez volé, ai-je dit, la réalisation s'installant sur moi comme une lourde couverture. Pas seulement le loyer. Vous avez volé de l'électricité. Vous avez détruit la valeur nette. Tu es un parasite. Ne traite pas ton frère de parasite, a crié Monique, s'avançant vers moi. C'est un innovateur. Il essaie de faire quelque chose de lui-même. C'est un criminel, maman, ai-je crié en retour. Et tu es complice. Tu l'as laissé vider ma maison. Mon téléphone a vibré. C'était un message de ma tante Catherine, je n'arrive pas à croire que tu mets ta mère dehors. Elle nous a dit que tu fais une dépression nerveuse à cause de l'opération. Appelle-moi. Tu as appelé tante Catherine, j'ai regardé Monique. Tu lui as dit que je suis folle. Je lui ai dit la vérité, a reniflé Monique, que le stress t'a rendu instable. Que tu nous attaques sans raison. D'accord, ai-je dit. J'ai senti une clarté froide et dure m'envahir. J'ai plongé la main dans mon sac et j'ai sorti la grande enveloppe que Marc avait préparée. Voici l'avis officiel de congé, ai-je dit, en le claquant sur la table de cuisine. Mais étant donné la destruction de propriétés dont je viens d'être témoin et les modifications électriques illégales, qui sont un risque d'incendie, je modifie ceci. Je les ai regardés tous les deux dans les yeux. Je demande une expulsion d'urgence basée sur les dommages matériels et l'activité illégale. Vous n'avez pas 30 jours. L'huissier sera là dans 72 heures pour vous escorter dehors. Et je te poursuis en justice, Julien, pour le coût des réparations. Tu ne ferais pas ça, a ri nerveusement Julien. Tu ne poursuivras pas la famille. J'ai levé mon téléphone, montrant le voyant d'enregistrement de la GoPro. Je viens de rassembler toutes les preuves dont j'ai besoin, ai-je dit. Commencez à emballer. Vraiment emballer. Parce que si vos affaires sont ici vendredi, elles vont dans une benne à ordures. J'ai tourné les talons et je suis sorti, le son des cris de Monique me suivant dans l'allée. Tu es morte pour nous, Sophie. Tu m'entends? Morte. Je suis monté dans ma voiture, mon cœur martelant. J'ai regardé David. Ça va, a-t-il demandé. Non, ai-je dit, démarrant le moteur. Mais ça ira. J'avais les preuves. J'avais le terrain juridique. Mais alors que je m'éloignais, j'ai réalisé que la guerre venait juste de commencer. Monique ne partirait pas tranquillement. Elle pratiquerait la politique de la terre brûlée avant de me laisser gagner. Mais elle avait oublié une chose. C'était moi qui tenais les allumettes. Les 72 heures suivant mon inspection de la maison furent un siège psychologique. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Ce n'était plus seulement Monique et Julien. C'étaient les singes volants, tante Catherine, oncle Bernard,
des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis 3 ans. Tout le monde avait une opinion sur ma cruauté. Comment peux-tu faire ça à ta mère? La famille reste soudée. Sophie, arrange ça. Tu as tellement et tu prends leur maison. Je n'ai pas répondu à un seul message. J'ai fait des captures d'écran de chaque menace, chaque tentative de culpabilisation, et je les ai transférées à Marc, mon avocat. Le silence est une arme puissante lorsque votre adversaire s'attend à un concours de cris. Vendredi matin, le jour où l'expulsion d'urgence devait être appliquée, je me suis garé au 12 rue des Lilas. Je m'attendais à voir la voiture de la police. Au lieu de cela, j'ai vu un parc de voitures d'occasion. La camionnette rouillée d'oncle Bernard était garée sur la pelouse que je payais pour entretenir. Le monospace de tante Catherine bloquait l'allée. La voiture de sport de mon cousin Michael était en angle sur le trottoir. Il ne déménageait pas. Il se retranchait. Ils avaient convoqué une intervention familiale pour me harceler jusqu'à la soumission. Mon estomac s'est noué. J'ai agrippé le volant, regardant la maison. Je pouvais voir du mouvement à la fenêtre du salon. Ils étaient tous là, m'attendant, attendant de se liguer contre la fille avide et ingrate. J'ai regardé David, qui était assis à nouveau sur le siège passager. Il a regardé les voitures, puis moi. « Tu veux attendre la police ?» a demandé David. « Non » ai-je dit, détachant ma ceinture de sécurité. « La police est à 20 minutes. Je veux les affronter d'abord. Je veux qu'ils voient exactement qui ils défendent. » J'ai attrapé mon iPad. J'avais passé les 2 derniers jours à compiler un dossier numérique. Il contenait tout, les relevés bancaires, les archives judiciaires des jugements de Julien, les photos de la pièce vidée, et le bail de son appartement de luxe. « Allons-y » ai-je dit. Nous avons marché sur le chemin. Je pouvais entendre des voix à l'intérieur fortes, se chevauchant, agitées. Je n'ai pas frappé. J'ai utilisé ma clé. La porte s'est ouverte, et le bruit dans le salon est mort instantanément. C'était comme entrer dans une salle d'audience où le jury avait déjà décidé que vous étiez coupable. Monique était assise sur le canapé, serrant un mouchoir, semblant frêle et dévastée. Julien se tenait derrière elle, sa main sur son épaule, jouant le fils protecteur. Tante Catherine, oncle Bernard et 3 cousins étaient disposés en demi-cercle, les bras croisés, les regards fixés sur moi. « Tu as du culot de montrer ton visage » a craché tante Catherine en premier. C'était la matriarche de la famille élargie, une femme qui prospérait grâce au drame. « Nous n'allons pas te laisser faire ça, Sophie. Nous n'allons pas te laisser jeter ta mère à la rue. »« Sors » a dit Julien, sa voix étonnamment confiante avec un public. « Tu n'es pas la bienvenue ici. » Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai marché calmement jusqu'au centre de la pièce, David me flanquant comme une sentinelle silencieuse. « C'est ma maison » ai-je dit, ma voix stable. « Et dans 20 minutes, l'huissier sera ici pour faire sortir tous ceux qui ne sont pas sur l'acte de propriété. Cela inclut vous tous. » Nous faisons une intervention, a tonné oncle Bernard, s'avançant. « Tu as perdu ton chemin, ma fille. L'argent t'a corrompu. Tu expulses ton propre sang pour quelques paiements de loyer manqués. Ce n'est pas une question de loyer, ai-je dit. Et ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de vol. » Mensonge, a gémi Monique. Elle ment pour le justifier. Elle fait une dépression à cause de l'opération. En parlant de l'opération, ai-je dit, me tournant pour regarder directement Monique. Leur as-tu dit que pendant qu'Arthur était au bloc opératoire pendant 6 heures, tu postais des selfies de cocktails? Leur as-tu dit que tu ne m'as pas appelé pendant 7 jours? La pièce est devenue silencieuse pendant une seconde. Tante Catherine a regardé Monique. Elle a dit qu'elle était malade avec la grippe, Sophie. J'ai ri. C'était un son froid et tranchant. Elle n'était pas malade. Elle était dans un bar-terrasse. J'ai les eurodatages. Ça n'a pas d'importance, a crié Julien, essayant de reprendre le contrôle. Il s'agit de toi étant une propriétaire infernale. D'accord, ai-je dit. Regardons les faits. Je me suis dirigé vers le grand téléviseur à écran plat monté sur le mur, un téléviseur que je leur avais acheté il y a 2 Noëls. J'ai tapoté l'écran de mon iPad et j'ai dupliqué l'affichage. « Qu'est-ce que tu fais » a exigé Julien, s'avançant.
David s'est interposé devant lui. Juste un subtil transfert de poids, et Julien s'est figé. Je montre à la famille où est passé l'argent, ai-je dit. L'écran de télévision s'est allumé. La première image était la photo des images GoPro, la troisième chambre, vidée jusqu'au montant, remplie de serveurs bourdonnants. Qu'est-ce que c'est? A demandé oncle Bernard, plissant les yeux. C'est, où c'était, la chambre d'amis, ai-je expliqué. Julien a arraché les cloisons sèches, l'isolation et le revêtement de sol pour construire une ferme de minage de crypto-monnaies. Il a détruit le câblage électrique pour contourner le compteur, c'est pourquoi l'inspecteur des incendies que j'ai appelé hier a condamné cette pièce comme un danger immédiat. Des halètements ont parcouru la pièce. Tante Catherine a regardé l'écran, puis Julien. Tu as arraché les murs? J'allais le réparer, a balbutié Julien. C'était un investissement. J'ai balayé vers l'image suivante. Un document. Ceci est un jugement du tribunal d'il y a 3 mois, ai-je narré. Julien a été poursuivi pour 5 000 € de dette de carte de crédit, mais regardez l'adresse indiquée pour le défendeur. J'ai zoomé. Résidence Le Parc, unité 4B. Julien ne vit pas ici, ai-je dit, regardant autour de la pièce. Il vit avec sa petite amie dans une résidence de luxe avec une piscine et une salle de sport. Il utilise cette maison, ma maison, comme une unité de stockage et une installation de minage pendant que maman vit dans le désordre qu'il crée. Monique a levé les yeux, le visage pâle. Ce n'est pas vrai. Il reste ici. Il m'aide. Il t'utilise, maman, ai-je dit doucement. J'ai balayé vers l'image suivante. C'était un relevé bancaire que j'avais obtenu par citation à comparaître via un compte de fiducie familiale partagé auquel j'avais encore accès. Voici les virements. Chaque fois que je t'envoyais de l'argent pour des réparations de la maison ou des courses, 50% de celui-ci était transféré à Julien dans l'heure. Il prend la moitié de ton revenu. La pièce était mortellement silencieuse maintenant. Le récit de la pauvre victime s'effondrait en temps réel. Il m'a dit qu'il en avait besoin pour son entreprise, a chuchoté Monique, sa voix tremblant. Il a dit qu'il me rembourserait le double. Il l'a joué, maman, ai-je dit, montrant la dernière diapositive, l'historique des transactions pour Global Prestige Import. Il a tout perdu. Les 3 000 € que vous avez essayé de m'extorquer la semaine dernière? Ce n'était pas pour un usurier. C'était pour couvrir son loyer à l'appartement de luxe pour qu'il ne se fasse pas expulser de là-bas. Je me suis tourné vers la famille. La bouche de tante Catherine était ouverte. Oncle Bernard regardait ses chaussures. Je n'expulse pas ma mère parce que je suis avare, ai-je dit, ma voix résonnant de finalité. Je les expulse parce qu'ils détruisent ma propriété, me mentent en face et négligeant mon fils alors qu'il a failli mourir. J'arrête l'hémorragie. J'ai regardé Julien. Il avait l'air petit, vaincu. L'arrogance avait disparu, remplacée par le regard terrifié d'un enfant surpris en train de voler dans le pot. Vous avez 10 minutes avant que la police n'arrive, ai-je dit. Je vous suggère de déplacer vos voitures. Tante Catherine a été la première à bouger. Elle ne m'a pas regardé. Elle s'est dirigée vers Monique, qui sanglotait doucement maintenant. De vraies larmes cette fois. Tu nous as menti, Monique, a dit Catherine froidement. Tu as dit que Sophie avait arrêté ses médicaments. Tu ne nous as pas dit que Julien vidait la maison. Je ne savais pas, a pleuré Monique. Tu savais, ai-je coupé. Tu vis ici. Tu as vu la construction. Tu as vu les serveurs. Tu l'as encouragé parce que c'est ton enfant chéri et je suis juste la banque. Allons-y, Bernard, a dit Catherine. Elle a attrapé son sac à main. Elle s'est arrêtée devant moi. Je suis désolé, Sophie. Nous ne savions pas. Vous n'avez pas demandé, ai-je dit. Un par un, les parents sont sortis. Ils n'ont pas aidé Monique à faire ses valises. Ils n'ont pas offert à Julien de le conduire. Ils sont juste partis, impatients de se distancier de l'embarras. Quand l'huissier a finalement frappé à la porte, seuls Monique, Julien et moi étions restés. Il a regardé la scène, les boîtes, la tension, la femme qui pleurait. Mademoiselle Sophie, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit. C'est la propriété. Ce sont les locataires. Nous partons, a marmonné Julien. Il a attrapé une boîte de ses pièces d'ordinateur.
Il a essayé de passer devant moi la tête haute, mais il ne pouvait pas croiser mon regard. Monique s'est levée. Elle a regardé le salon, la maison qu'elle avait détruite par négligence. Elle m'a regardé, attendant que je craque, attendant que je dise « c'est bon. Reste. Je vais arranger ça. » J'ai tenu la porte ouverte. « Au revoir, maman », ai-je dit. Elle m'a fixé avec un regard de pur venin. « Tu regretteras ça. Tu seras seul. » J'étais déjà seul, ai-je répondu. Au moins maintenant, ça ne me coûtera pas 3000 € par mois. Elle est sortie. Je les ai regardés monter dans la voiture de Julien, qui était remplie jusqu'au toit avec ses appareils électroniques coûteux, et s'éloigner. J'ai fermé la porte. Je l'ai verrouillée. Et pour la première fois en 7 jours, le silence ne semblait pas solitaire. Il ressemblait à la paix. Les lendemains d'une expulsion ne sont pas comme à la télévision. Il n'y a pas de célébration immédiate. Il y a juste un désordre. J'ai passé les 2 semaines suivantes à évaluer les dégâts. L'entrepreneur que j'ai engagé a estimé les réparations à 40 000 €. Le studio que Julien avait construit a dû être démoli. Le système électrique de la maison a dû être entièrement recablé à cause de la charge qu'il avait mise dessus. Les parquets devaient être refaits. J'ai poursuivi Julien. Il ne s'agissait pas de récupérer l'argent, je savais qu'il ne l'avait pas. C'était une question de principe. J'ai obtenu un jugement contre lui qui saisirait tout salaire futur qu'il pourrait gagner. C'était une marque permanente sur son dossier, un rappel que les actions ont des conséquences. Monique a fini par emménager avec tante Catherine pendant une semaine, mais cela n'a pas duré. Catherine, contrairement à moi, n'avait aucune tolérance pour les manipulations de Monique. En 10 jours, Monique était dans un petit appartement d'une chambre payée par sa pension de retraite. Elle m'a appelé 2 fois. Je n'ai pas répondu. J'ai vendu la maison de la rue des Lilas en l'état à un marchand de biens. J'ai subi une perte sur le prix de vente, mais je m'en fichais. J'avais besoin de couper l'encre. La vraie guérison, cependant, s'est produite chez moi. La récupération d'Arthur était lente mais régulière. Environ un mois après l'expulsion, il a finalement été autorisé à retourner à l'école pour des demi-journées. J'étais assise sur le porche arrière un soir, le regardant jouer avec Croc le dinosaure dans l'herbe. Il bougeait avec raideur, mais il souriait. « Maman » a-t-il appelé. « Oui, mon grand. » Il s'est approché et a grimpé sur mes genoux, faisant attention à son dos. « Est-ce que grand-mère viendra nous rendre visite un jour ?» J'ai enroulé mes bras autour de lui, posant mon menton sur sa tête. J'avais redouté cette question. Je ne voulais pas l'empoisonner contre sa famille, mais je ne pouvais plus lui mentir. « Je ne pense pas, chérie, » ai-je dit doucement. Grand-mère et tonton Julien doivent travailler sur eux-mêmes pendant un moment. Ils ont fait de mauvais choix, et ils doivent les réparer. Comme une punition, a demandé Arthur. Exactement. Comme une grande et longue punition. Il a réfléchi à cela pendant une seconde. C'est pas grave, a-t-il dit. J'aime mieux quand c'est juste nous et David. David est drôle. J'ai ri. David venait dîner presque tous les soirs, m'aidant avec les charges lourdes et jouant aux jeux vidéo avec Arthur. Il n'était pas de la famille par le sang, mais il s'était présenté. Il s'était tenu à mes côtés quand les gens qui partageaient mon ADN étaient occupés à me voler. Oui, ai-je dit, le serrant fort. J'aime mieux comme ça aussi. J'ai sorti mon téléphone. J'avais une dernière notification de la banque. Le compte que j'utilisais pour partager avec ma mère était officiellement fermé. Le solde final avait été dispersé. Il restait un dernier détail. J'ai ouvert mon application bancaire une dernière fois. J'ai trouvé l'historique des transactions. J'ai fait défiler jusqu'à ce jour à l'hôpital, le tournant de ma vie. Virement à Julien, 1 €. Mémo, pour la camionnette de déménagement. J'en ai fait une capture d'écran. Je l'ai imprimée et encadrée. Pas pour l'accrocher au mur, mais pour la garder dans le tiroir de mon bureau. C'était mon rappel. Un rappel que ma valeur n'est pas déterminée par combien je peux donner aux gens qui prennent. Un rappel que, non, est une phrase complète, et un rappel que la façon la moins chère de découvrir qui vous aime vraiment est d'arrêter de tout payer. J'ai mis le cadre dans le tiroir et je l'ai refermé avec un clic satisfaisant. Et, maman, a crié Arthur,
pointant le ciel. Regarde, les étoiles sortent. Je me suis levé et j'ai marché dans la cour, laissant le téléphone, le drame familial et les fantômes de la rue des Lilas derrière moi. Je les vois, bébé, ai-je dit, regardant la nuit claire et vaste. Elles sont magnifiques. Nous étions une petite famille maintenant, juste 2 personnes contre le monde. Mais en regardant mon fils, en bonne santé et en sécurité, j'ai réalisé que nous n'étions pas brisés. Nous étions juste enfin, vraiment.